Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mardi 18 novembre 2025, il est 18h36. On est très à l'heure cette semaine. Bienvenue à vous qui nous regardez en direct, en streaming, peut-être dans le chat via YouTube, X, LinkedIn ou Twitch. Bienvenue aussi à tous ceux qui regarderont cet épisode 255 en replay. Je suis Benjamin Vincent et je suis très heureux de vous retrouver avec 3 amis d'iWeek cette semaine. Là, vraiment, c'est une équipe de foot là qu'on pourrait faire quasiment tous les 4. C'est rare qu'on soit aussi nombreux désormais avec nos emplois du temps de ministres. Fabrice Neumann, salut Fabrice. Salut à toutes et tous et salut les copains. Oui, équipe de foot peut-être pas, mais enfin quand même. C'est dans les buts de toute façon. On va dire ça. Gilles Dounès à l'attaque. Oui, j'ouvre. Bonjour. En short. Bonsoir, je suis ravi de vous voir. Salut Gilles. Sympa de te retrouver avec Ellie Abitbol. Salut Ellie. Hello, bonjour à tous. Et moi je dirais que bientôt on aurait pu faire une équipe de basket. À défaut de faire une équipe de foot. À 5, ça joue mieux. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, il faut être grand et savoir sauter, mais bon. Et tu es le plus grand d'entre nous, je crois, hein, Ellie. Je sais pas, je me tasse un peu avec l'âge. Tu mesures combien à ton âge? 1,79. Non, t'es beaucoup plus grand que ça, je te crois pas. Non, je t'assure. Ah bon? Oui. Je te voyais encore plus grand. Ah non. Bon. Hélas. Voilà, les secrets des coulisses, voilà, c'est dans iWeek. Je salue donc nos amis dans le chat, merci de vous connecter avec au moins 2 Frédéric, dont Fred Crassa, qui nous dit « Salut les amis, heureux de voir mes amis Gilles et Ellie que j'adore. » Bah écoute Fabrice, hein, tant pis pour nous. Hein. Non, moi, je dis pas ça, je suis positif, oui, je suis très content qu'il soit content, voilà. Mais moi aussi. Le pauvre Fred qui attend le M5 Pro. Le pauvre Fred qui attend le M5 Pro et le M5 Max. On espère que t'es patient. Fred, je crois que c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera sans doute, courant 2026. Allez, trêve de plaisanterie, on démarre tout de suite avec notre retour sûr, avant de parler peut-être du départ de Tim Cook dès l'année prochaine, avant de parler peut-être d'une option autre que Siri pour l'assistant vocal sur votre device préféré. Et avant le bonus exclusif qui sera consacré à la mort peut-être du Mac Pro, et oui, eh bien on commence par une bataille gagnée en justice par Massimo, et oui, vous vous souvenez Massimo, cette marque qui officie dans l'univers de la santé connectée, qui a déclenché une bataille judiciaire contre Apple au moment de l'arrivée de nouvelles fonctions sur l'Apple Watch, et notamment les fonctions liées à la mesure de l'oxygène dans le sang. On se souvient que ça avait abouti au retrait de la commercialisation de l'Apple Watch aux États-Unis pendant plusieurs semaines. Massimo, Fabrice, était plutôt en train de perdre cette bataille. Et en fait, ils viennent de gagner une manche là en justice avec quelques centaines de millions de dollars potentiellement de pénalités pour Apple. Alors, 634 millions de dollars payés pour Apple, qui concerne, cela dit, un seul brevet qui est en plus, alors ça c'est la lenteur de la justice, quel que soit le pays, mais concerne un brevet qui est tombé en 2022, si je me souviens bien, oui. Si j'ai bien tout compris. Ça n'empêche pas que si ils sont considérés comme coupables pour un délit d'il y a 10 ans, ils vont payer. Mais alors, c'est un de leurs arguments de dire pourquoi on nous ennuie alors que le brevet est tombé en 2022. Ouais. Et c'est peut-être un argument, mais c'est pas suffisant pour se passer de payer l'amende. Bon, ils vont faire appel, ceci, cela. Absolument. Évidemment. Bon. C'est bizarre. Donc, on rappelle quand même que donc c'est à cause de cette bataille judiciaire que les Apple Watch vendus aux États-Unis uniquement étaient dépourvus de cette fonction de mesure du taux d'oxygène dans le sang. Ouais. Alors que partout ailleurs, y compris en Europe, Ellie.
Ça marchait en Europe et pas aux C'est bien États-Unis. c'est bien la seule fois. Hein. Voilà. Et bon, voilà, ça c'était ça. Massimo, c'est une boîte qui est totalement spécialisée là-dedans, qui a tout un tas de brevets. On verra. Là, comme d'habitude, cette histoire judiciaire n'est pas terminée. Et ce qui est intéressant, on va faire appel déjà. Hein. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le communiqué Apple, parce qu'Apple s'est fendu d'un communiqué à l'occasion de ce futur appel. Et bon, ils sont un peu agressifs avec Massimo. Il dit que, grosso modo, ils disent que Massimo, c'est une société qui ne vend aucun produit aux clients finaux, qui se contente de cumuler des brevets et qui livre pas de produits. Donc, bon, c'est un peu... Il faut qu'ils le prouvent, hein, mais... C'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils sont acteurs auprès des hôpitaux, etc. Oui, en fait, ce que dit Apple, c'est qu'ils ne vendent pas de produits aux consommateurs. C'est ça. C'est et alors précis. Apple ne vend qu'aux consommateurs. Sur leur site, au moment où ils ont ouvert la boîte à gifles, ils avaient un projet de... Qu'est-ce qui... L'expression me plaît. Continue. Et donc, ils étaient en train de sortir un produit justement pour le grand public de surveillance de l'oxymétrie, un peu, alors en standalone, hein, un peu ce qu'on peut connaître ici et qui a fait florès au moment de la pandémie du Covid. Oui. Tu évoquais, Gilles, le fait que Apple leur faisait pas de cadeaux, mais en fait, si je me souviens de l'histoire, ils ont failli travailler ensemble. Il y a eu des réunions entre Massimo et Apple, etc., qui allaient plutôt dans le sens d'un rapprochement, d'une vraie collaboration, etc. Et puis pour une raison qu'on ignore, ça s'est pas fait. Apple a lancé l'Apple Watch et les fonctions de santé de son côté. Massimo l'a très mal pris. Et puis, on a l'impression que depuis, ils sont incapables de se parler. Je veux dire, on est quasiment au niveau d'Epic Games, quoi. Ils ont l'air irréconciliables. Il y a vraisemblablement quelque chose de l'ordre des montants qui ont été réclamés par Massimo. Et du coup, Apple a claqué la porte et a dit on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on met les gens devant le fait accompli et on réglera ça en justice ensuite. Sauf que Massimo ne s'est pas laissé faire et avait des comptes à rendre aux actionnaires. Je pense que il comptait se valoriser en distribuant un bon paquet de dividendes quand ça se fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est une histoire d'argent. Après, on peut se demander, est-ce que chez Massimo, ils ont un PDG aussi désagréable que celui d'Epic Games? En tout cas, faut être motivé pour partir au combat judiciaire contre Apple. Hein. C'est clair. Mais bon, écoute, ils ont quand même des arguments parce qu'ils ne perdent pas toutes les batailles. La guerre sera peut-être pas favorable à Massimo à la fin, mais bon, là, ils gagnent quand même une manche. Là, on verra ce que donne l'appel, mais 634 millions de dollars, c'est quand même... ils se sont pas levés pour rien. Hein. Ils sont pas près de les toucher, comme on sait, mais non, alors je pense que c'est en fait aussi important que la bataille d'Epic Games. On en parle moins parce que c'est pas des jeux, donc c'est moins grand public et que c'est moins dans le domaine public. Mais les enjeux sont finalement aussi grands et peut-être plus parce que ça touche à la santé. On sait que c'est un domaine en croissance exponentielle et que en plus Apple veut absolument être présent dans ce domaine-là. Donc c'est absolument capital. Donc ils vont se battre jusqu'au bout avec tous les arguments habituels de nous sommes intouchables, on fait toujours tout très bien et donc ne touchez pas. Ouais. Bon, on a fait le tour de ce petit retour sur. Oui. À suivre. Hein. C'est bien. Allez. À suivre, ça fait longtemps qu'on dit ça entre Apple et Massimo, mais oui. Allez. Allez, virgule. À suivre. Allez. Effectivement, je vous propose de passer à l'événement de la semaine. Et l'événement de la semaine, c'est ce que le Financial Times hier appelait l'accélération du calendrier pour la succession de Tim Cook à la tête d'Apple.
un calendrier qui pourrait déboucher sur un changement de direction dès l'année prochaine. Non. Et ça surprend, ça a effectivement surpris parce que on en parlait il y a pas si longtemps encore ici. On voit bien Tim Cook rester encore 3 ans, hein, grosso modo. Au moins 2. C'était dit jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump, ce qui collerait avec ses propos. Il avait dit qu'il ferait pas, il ferait pas une nouvelle période de 10 ans. Voilà. Oui, donc c'est vrai. ça nous place à peu près à la fin de cette décennie-là. Bon. L'année prochaine, ce serait quand même une surprise par rapport à ce qu'on imagine ou ce qu'on imaginait. Vous êtes tous d'accord avec ça? Non. Oui, mais moi j'y crois pas. Hein. Alors pourquoi? Parce que d'abord, je pense que Tim Cook, si c'était pour l'an prochain, il y aurait un peu plus que des rumeurs. Et s'il faut choisir entre le Financial Times, qui certes est une institution vénérable, et Mark Gurman, qui est beaucoup plus proche d'Apple, moi je crois Mark, hein, donc qui dit que il se retirera bien sûr, mais pas l'an prochain. Il y a à l'heure actuelle, il dit que c'est pas imminent. Oui, il dit en tout cas pas l'an prochain, il a dit. Donc, en fait, Apple a une gamme de produits qui sont en cours d'annonce et dont Tim Cook, je pense, a envie d'être là et d'en faire partie. Il y a l'iPhone des 20 ans, ça va être un très gros événement, 2027. Et peut-être qu'il aimerait bien être là, au moins pour le lancement des premières lunettes d'Apple, qui vont arriver à peu près à ce moment-là, de façon à ce qu'ils partent avec une image quand même de quelqu'un qui a conduit une boîte qui sortait des produits innovants, ce qui n'a pas été le cas des dernières années. Je pense que ça serait un beau départ pour lui. Intéressant. Gilles, comment est-ce que tu as réagi quand tu as vu cette semi-annonce du Financial Times, quand même, grand média économique britannique, qui est pas connu pour dire n'importe quoi, ça doit pas sortir de nulle part non plus. Oui, surtout que quand on connaît les standards anglo-saxons du croisement des sources, ils ont dû avoir plusieurs confirmations, à moins qu'ils se soient fait intoxiquer. Honnêtement, en ce moment, la Grande-Bretagne, les sources et la manipulation des sources dans les médias anglais, c'est un autre thème, hein, mais non, bon. Mais faut pas tout mélanger, Non, mais bon. D'abord, on parle de grande institution, hein. C'est pas le seul. Et même la BBC, ils ont fait une connerie. Bon, je crois qu'ils diffusent en 14 langues. Enfin bon, donc oui. Mais il y a, pour moi, c'est pas impossible qu'il annonce le changement au moment de la sortie des résultats de l'année fiscale 2025, fin janvier, en partant sur le succès de l'iPhone 17. Et on a une nouvelle plateforme, un nouveau paradigme informatique qui est lancé avec le Vision Pro. Alors il y a 2 raisons, on en a parlé, mais Tim Cook a connu à la fois... Tu vois l'officialisation faite, Gilles, tu vois une officialisation fin janvier. Possible. C'est pas impossible. On est sur des cycles. Peut-être ça sera la révolution suivante, comme dit Ellie. Mais on a des choses qui s'approchent et il n'est pas impossible qu'ils aient hâté ce changement de gouvernance. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons. Tim Cook a connu à la fois l'éclatement de la bulle Internet en 99-2000 et Apple, qui sortait à peine la tête hors de l'eau, était revenu à un prix de son action équivalent à celui qui était au plus fort de la crise existentielle en 86, où on prédisait sa mort tous les 4 matins. Et puis il a connu également le mouvement de panique autour de l'état de santé de Steve Jobs à partir de 2004, avec des messages subliminaux qu'il avait fallu faire passer sur sa succession.
en disant, sans trop le dire, que ça serait bien Tim Cook qui prendrait le relais. Je pense qu'il a pas envie de vivre ça. Son installation à la tête du board pourrait rassurer tout le monde avec l'éclipsement de la bulle Internet, la bulle de l'IA qui s'annonce, plus le risque systémique que font courir Taïwan et la Chine sur les approvisionnements en microprocesseurs. Donc on a plusieurs cycles longs là qui arrivent en même temps. Celui justement, de l'ordinateur. Il va pas partir Gilles, il va pas partir à un moment d'instabilité, justement. Justement, ça serait couplé à son installation à la tête du board, c'est-à-dire président du conseil d'administration pour rassurer les actionnaire et distiller les bons conseils. Et puis on aurait c'est toujours Marc a raison, on aurait John Ternus qui serait le CEO orienté produit, comme on parlait il y a 40 ans de Steve comme le CEO orienté utilisateur quand il est revenu. On aurait une transition avant que le gros temps vraiment commence. Ouais. On va refaire un tour, mais attends. On va refaire un tour parce que je veux pas qu'on monopolise la parole trop longtemps, mais je voudrais avoir l'avis de Fabrice sur... Alors, est-ce que c'est une info du Financial Times? Est-ce que c'est comme disent certains une sorte de sonde? C'est totalement télécommandé. Qu'envoie Apple pour voir comment réagit le marché, le monde économique. Mais évidemment, c'est tombé le vendredi soir après la fermeture des marchés, etc. pour laisser le temps de digérer tout ça, parce que un changement de patron d'une boîte aussi grande, c'est un bouleversement. Et je pense que, en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes camarades. Je pense qu'il va se passer tout ça à la fois. C'est-à-dire que par rapport au départ de Jobs, qui est parti malade et mourant et très vite, là, ils sont en train de préparer quelque chose sûrement plus en douceur, et Tim Cook, il va pas disparaître. Je crois pas. Il sera plus CEO pour les affaires courantes, si j'ose dire, mais chairman pour que il puisse toujours être là pour répondre au téléphone quand c'est les chefs d'État qui appellent, en fait. Et c'est pour ça que je pense toujours qu'il aura un rôle notamment auprès de l'administration américaine. Il s'est suffisamment mouillé en offrant des babioles en or à Trump depuis le début pour pas partir maintenant. Donc il va le faire, il va continuer ça, il va garder ce rôle-là entre autres, pas uniquement évidemment, et donner le temps à... Donc, et on parle beaucoup, comme dit Gilles, de John Ternus, pour lui donner le temps de s'installer et de parler des produits, et de s'emparer des lancements produits, justement. Ça fait longtemps qu'on dit que, au moins financièrement, et pas seulement, Tim Cook n'a plus rien à prouver auprès d'Apple. Ça fait 15 ans maintenant qu'il est patron d'Apple. Il a dit qu'il voulait pas faire 10 ans de plus, et ça fait 4-5 ans qu'il l'a dit. Voilà, donc il peut partir en douceur, en restant quand même un peu aux commandes, mais plus sur scène, par exemple. Et pour moi, c'est pas antinomique avec l'iPhone des 20 ans, où il peut tout à fait ne pas être celui qui présente sur scène, mais faire, pour simplifier mon propos, une vidéo à la Johnny Ive en disant là on revoit, on n'aurait par exemple pas vu Tim Cook sur scène depuis 1 an, et là on le revoit soit sur scène ou plutôt dans une vidéo pour dire voilà l'iPhone des 20 ans, ceci, cela. Et cette idée d'une transition douce où il resterait finalement assez présent à la tête du board, pour toi, ça vient plutôt soutenir l'hypothèse de Gilles qui serait potentiellement un changement de CEO l'année prochaine et peut-être en tout début d'année? Alors c'est là où je sais pas trop, mais je pense que c'est juste mon ignorance de comment on fait pour gérer une grosse boîte comme ça. Déjà les petites boîtes j'y arrive pas, alors les grandes t'imagines. On est pareil. C'est-à-dire que voilà. Comment on fait pour faire un passage en douceur? Peut-être simplement déjà, on voit des fois des nouvelles têtes qui présentent des produits sur scène. C'est quand même
en tout cas d'un point de vue public, c'est comme ça qu'on les voit. On leur donne un peu plus d'importance. Ça fait donc comme ça commence à faire plusieurs années qu'on parle de John Ternus qui est là pour toutes les annonces des nouveaux produits et des nouveaux processeurs, etc. On a lentement vu disparaître John Strugy, par exemple. Fred 33, je suis désolé, mais tu t'admettras, on le voit quand même un peu moins, Strugy. Ternus, lui, il est toujours là. Son nom est prononcé depuis des années. Donc, en tout cas, il est destiné à devenir encore plus un personnage de premier plan. Est-ce qu'ils ont besoin très vite de dire c'est lui le CEO et plus Tim Cook? Je sais pas trop. Ça, je pense que ça se gère au niveau des marchés financiers, des arrêtés comptables, des machins comme ça pour être. Ils ne le feront que quand ils seront prêts et que le monde aura en gros déjà admis que c'est John Ternus le patron avant même qu'il l'ait annoncé. Ok, je comprends. Alors j'ai une deuxième question. Est-ce que pour vous c'est un départ on va dire un peu précipité, forcé par les déconvenus des derniers mois, ou est-ce que vous pensez que ça s'inscrit dans un calendrier que Tim Cook avait choisi depuis plusieurs années? Il avait dit, moi, début 2026, je choisis de me retirer et de rester un peu en arrière-plan. Bah, c'est lié à ce qu'il veut faire, parce que ce qu'a dit Gilles, et il a raison. Est-ce qu'il a le choix, en fait? La question, c'est est-ce qu'il a le choix ou est-ce qu'il va être contraint de passer la main assez vite? Alors, ça dépend de ce qu'il veut faire, parce que s'il veut prendre la place d'Arthur Levinson, en tant que chairman of the board, Arthur Levinson a dépassé depuis mars dernier les 75 ans, donc ça veut dire que au plus tard, au mois de mars 2026, il doit être remplacé. Et la personne qui le remplace, par exemple, si c'était Tim Cook, pourrait être là pour 10 ans, jusqu'à ses 75 ans. Donc ça veut dire que s'il le remplace par quelqu'un qui est 60 ans ou 65 ans, ce nouveau chairman of the board risque d'être là pendant longtemps. Ça veut dire que dans ce cas-là, Tim Cook n'occuperait pas cette fonction. S'il la veut, ça doit être avant le mois de mars. Alors, j'imagine qu'on peut surseoir un peu au... Le chairman of the board, il est obligé. Ben, celui qui a 75 ans, il peut plus être là. Oui. Et ensuite, il y a une période où on dit bon, on cherche. Ben oui, c'est depuis mars dernier. Donc ça veut dire que la prochaine assemblée des actionnaires qui est en fin février, début mars chez Apple doit nommer un chairman. C'est obligatoire. Et ça ne peut, et l'autre ne peut pas prolonger en disant on n'a pas trouvé, je vais rester 3-4 mois. Non, normalement les règles de gouvernance dans une boîte comme Apple sont très strictes parce que justement il y a les marchés qui sont derrière et ils détestent les incertitudes. Alors ils peuvent mettre Ternus à la tête du board le temps que Cook se décide. Et après, ils intervertissent leur place. Non, c'est pas la Russie quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Hein? Et puis, il n'y a pas d'alcoolique dans le lot. Ouais. Ça, finalement, on n'en sait rien. Mais, tout ça, ça fait des pièces qui s'emboîtent quand même plutôt bien. Hein. Ce à quoi je m'attendais pas dans ce que vous me dites, les amis, c'est l'hypothèse de Gilles que vous ne déboulonnez pas, qui serait que ça pourrait arriver, non seulement ça pourrait arriver courant 2025, mais 2026, mais peut-être même dès le début de l'année, dès la fin janvier. Et là, j'avoue que ça veut dire que dans 2 mois, ça pourrait arriver selon vous. Voilà. C'est demain. C'est demain. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est à cause des Benjamin, est-ce que c'est à cause de ce qui est arrivé des départs, etc. Moi, je pense que c'est avant le gros temps, on réduit la voilure, on modifie l'allure avant de prendre le grain ou la grosse tempête dans le nez, parce que si on le fait trop tard, c'est beaucoup plus difficile. C'est aussi pour ça, ça gesticule beaucoup dans le détroit de Formose, comme on disait tout à l'heure, même à côté. Les Japonais
Et les Chinois sont en train de se prendre le bec. On peut espérer que la tension retombe et tout l'ensemble de l'industrie mondiale dépend de Taïwan pour tout ce qui est en deçà de, je peux pas dire de bêtises, et Fred va me corriger, en dessous de 5 nanomètres et même vraisemblablement de 10 nanomètres. Et s'il y a une catastrophe à Taïwan, on va vers une crise majeure. Donc c'est ça un peu qui me fait qu'il faut, c'est pas que ça me fasse peur, mais qu'il faut garder un petit peu à l'esprit. Donc le changement pour moi se ferait plus rapidement, d'autant que il y a des variations là au niveau des droits de douane, ça flotte un peu, on ne sait pas la situation politique, qu'est-ce qu'elle va aux États-Unis, comment elle va évoluer. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est avant qu'il faut faire les changements s'il doit y en avoir. Il vaut mieux les faire plus tôt que trop tard. Donc dès le 1er avril 2026, nous saurons si nous sommes des analystes de génie ou des jobards. C'est ça. Alors Gilles, Gilles, tu mentionnais les départs. J'ai dit nous, Gilles. Oui. Gilles, tu mentionnais les départs. Bon, je pensais pas qu'au départ, ou aux défections ou au débauchage, mais je pensais aussi surtout au retard d'Apple sur l'IA, Apple Intelligence, Siri, etc. Et c'est vrai que les derniers départs concernent en plus majoritairement l'équipe qui prépare le nouveau Siri en retard, qui travaille sur Apple Intelligence, et le tout dernier départ, alors lui, il date d'il y a en tout cas, il a été annoncé par Mark Gurman il y a quelques heures, c'est carrément le designer de l'iPhone Air, celui qui l'a présenté il y a 2 mois quand même pendant la keynote, ça fait un peu tâche, quoi. Je pense qu'ils les ont... Abidur Chaudhuri. Oui, mais... il a fait la voix off et il est parti. Ouais, mais... mais ils ne vendent pas cet iPhone. Vous l'avez entendu comme moi, et... c'est énorme. Quand il a fait sa présentation, moi j'ai cru entendre Johnny Ive qui présentait il a vraisemblablement beaucoup d'admiration pour lui, et je le vois bien en train de prendre appui. Ouais. S'il a pas fait ses études, laisse-moi aller au bout. Gilles, regarde. Non mais je suis sérieux. Tim Cook choisi quelqu'un pour être la voix de l'iPhone Air, à la façon de Johnny Ive. Et ce mec-là, 2 mois après, il s'est déjà barré. Non mais imagine le désaveu que c'est. C'est terrible, quoi. Laisse-moi aller au bout, je vais t'expliquer mon hypothèse. Il nous explique la vie. Je coupe. Va au bout rapidement. Alors. Donc, même s'il n'a pas fait ses études à Newcastle comme Ive, il a quoi, ce garçon? 32 ans. Il a travaillé 2 ans dans une boîte, puis 2 en tant que freelance, et il a fait l'essentiel de sa carrière, c'est-à-dire 6 ans, si j'ai bien compris, chez Apple, en commençant avec Johnny Ive, qui est la star des designers et qui est anglais comme lui et qui habitait à San Francisco également. Il est vraisemblablement que ils ont passé 6 mois chez Apple en même temps, donc. Oui. Non, mais ils se sont à peine croisés, hein, franchement. Oui, mais il est vraisemblable. Chaudhuri est arrivé en janvier, Ive est parti en juillet, donc. Oui, mais il est arrivé à San Francisco. Ils habitaient les deux à San Francisco. Il est vraisemblable que Ive l'a pris. C'est une grande ville. Attends, ils étaient voisins si ça se trouve. Alors. Peut-être qu'ils allaient au même club. Hein. Je suis désolé, mais j'y crois. Et donc, comme chez Apple, ils ont fait la sottise de le mettre en avant trop vite. Avec l'iPhone Air, son succès technique indéniable, tu en conviens Fabrice, mais un échec commercial et qu'il a dû vivre assez mal parce que quand t'es hyper doué et que tu commences ta carrière exposée et que tu te manges un semi-échec dans les dents,
il a dû vivre ça très mal et Ive a dit ça va, on va pas le plaindre non plus, hein. Tu viens chez nous et on va quand même. On va le retrouver d'ici quelques semaines dans la boîte qu'il a montée avec Salman Altman. Là, je prends les paris. Alors oui, justement, je veux dire, là déjà c'est un désaveu, je trouve, c'est une grosse claque pour Tim Cook, hein, parce que c'est terrible, je trouve. Voilà, symboliquement c'est terrible. Si en plus on apprend qu'il part chez OpenAI ou chez Love From là, c'est encore pire. On ne sait pas où il va. Je pense qu'ils ont fait la bêtise, pour parler poliment, de le cramer trop vite, l'exposer trop vite. Je suis pas sûr que aussi que... Pardon, vas-y, Elie. Non, je disais, je suis pas sûr que chez Johnny Ive, ils se prennent pas aussi une deuxième claque, hein, parce qu'ils travaillent sur des produits très avant-garde, mais pour l'instant, c'est pas du tout sûr que ça va être un succès, hein, ce produit. Ah oui. Non, mais ça c'est encore autre chose. Mais c'est autre chose, oui. Si quitte Apple pour rejoindre Johnny Ive et tout, de toute façon, je sais pas, ce serait pire, mais de toute façon, c'est déjà très mauvais. Donc, mais ça montre qu'Apple n'arrive plus à retenir les certains talents, quoi. En tout cas, c'est... Cook n'a pas le charisme et cette façon de susciter l'enthousiasme que son prédécesseur, son patron avait avant lui. C'est une évidence. Enfin, il y a quand même pas que Tim Cook chez Apple. Donc c'est aussi potentiellement un problème donc de gestion d'équipe, etc. Ouais. On peut aussi imaginer, par exemple, moi le truc auquel j'ai pensé, c'est peut-être que ce garçon, donc il a sûrement travaillé beaucoup pour faire l'iPhone Air, qui, comme le rappelait Gilles, je trouve très bien. Je l'ai plus, mais je le trouve toujours très bien. Le principal problème de l'iPhone Air, c'est son prix. Peut-être que moi j'imaginais tout de suite que son designer s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font, comment voulez-vous vendre mon beau produit à ce prix-là? Et peut-être qu'il s'est senti trahi, par exemple. Donc on en saura sûrement plus dans quelques mois, surtout si là où on le retrouvera, j'imagine qu'il va être suivi et qu'on va le retrouver quelque part. Et je lui ai proposé de participer à iWeek, mais je suis pas sûr qu'il réponde. Non, mais t'as bien fait. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors, voilà. Après, il y a eu aussi ces rumeurs autour de l'iPhone Air, comme quoi il serait peut-être retardé. Alors, rappelons quand même que il a jamais porté le numéro 17. C'était peut-être déjà un premier indice sur le fait qu'ils allaient pas en sortir un tous les ans, s'ils allaient en sortir un deuxième. Et qu'ils cherchent un peu et que c'était peut-être un projet, un one shot comme on dit en bon français. Ouais. Et donc il y a plein d'inconnus autour de cet iPhone Air qui a quand même beaucoup plus frappé les esprits que les iPhones un peu hors gamme précédents, que ce soit le mini ou le plus. Il se passe un truc autour de cet appareil qui visiblement est pas fini, est pas encore bien défini, et que ça remue donc jusque à l'intérieur des équipes. Il y a aussi un truc pour la petite anecdote, parce que donc tu rappelais Gilles que moi j'aime bien cet appareil, mais il y a un point commun que j'ai vu à toutes entre toutes les personnes auxquelles j'ai montré cet appareil, c'est que elles ont toutes eu cette réaction de dire oh là là mais non il doit être fragile, je vais le casser. Alors que, et je pense qu'Apple le savait au moment de la présentation, c'est pour ça qu'ils en ont fait des caisses sur le fait de dire que c'était le plus solide de tous les iPhones jamais construits, etc. Parce qu'ils savaient que ils nous ont tellement habitués. Alors c'est presque complotiste, tous les fabricants d'appareils, ils nous ont habitués à des gros téléphones, des briques comme j'ai tendance à les appeler, que maintenant, si c'est plus une brique, on se dit oh là là, il va se casser. Alors que c'est l'inverse, puisque l'iPhone Air est plus solide que tous les autres. Ouais. Mais tout le monde a eu cette même réflexion. Tous ceux à qui je l'ai montré, voilà. Donc il y a un vrai problème aussi de marché et de gain de part de marché pour un appareil comme ça. Et finalement, le seul truc que je regrette là-dedans, c'est que j'ai le sentiment qu'ils vont pas donner le temps à ce type d'appareil pour occuper un peu la place et pour que les gens s'habituent au fait qu'un téléphone, c'est pas forcément un truc qui fait 200 grammes.
Ouais. Faut déjà qu'ils baissent le prix, hein. Sinon, oui. Alors bien sûr, ici, oui. Il se passera rien. Mais là, on commence à entendre des gens qui l'achètent à 800 € sur Rakuten, et là, ils sont contents, les gens. Hein. Bah ouais. Juste, il y a un point qui rattache directement Abidour Chaudhuri à Tim Cook, c'est que jusqu'à maintenant, l'équipe design, donc qui est dirigée par Molly Anderson, qui était l'autre voix justement de la keynote, puisqu'elle présentait l'iPhone 17 Pro. L'équipe design, elle répondait directement à Jeff Williams, le CEO, qui vient de partir. Il a fait son pot de départ à la retraite la semaine dernière. Depuis son départ, l'équipe design répond directement à Tim Cook. Et donc, Chaudhuri était directement en lien avec Tim Cook. Donc, je trouve que son départ, c'est aussi une manière de dire qu'il n'a pas envie de travailler avec Tim Cook. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais pour un designer, travailler directement avec quelqu'un qui n'aime pas les produits, ça peut être difficile. Hein. Mais c'est problématique pour tous les designers, du coup. Ça n'oblitère pas l'hypothèse Johnny Ive. Du coup, aussi. Non, mais c'est un autre sujet. Non, il y a ce truc qui est transmis de... Mais je dis pas que ça oblitère, mais... De maître à disciple. Moi, finalement, la bonne question là, dans ce que tu viens de dire, Benjamin, c'est pas ça. J'aimerais bien savoir ce qu'on boit au pot de départ de Jeff Williams. Ça doit être sympa, je pense. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que les petits fours doivent être sympas, ouais. C'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, c'était l'événement de la semaine, cette semi-annonce du Financial Times, nuancée par Mark Gurman. Et on sera fixé dans 2 mois déjà sur l'échéance de la fin janvier. On verra ce qui se passera effectivement lors de la prochaine annonce des résultats trimestriels d'Apple. Dans un instant, on va passer à l'info de la semaine et à ce début de petite révolution pour l'assistant vocal que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Siri, qui pourrait désormais devenir l'assistant vocal de votre choix. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez évidemment rejoindre la communauté iWeek sur Patreon. C'est le moyen pour vous de nous soutenir. Si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez ce rendez-vous, si vous voulez nous aider à continuer, eh bien, rejoignez nos soutiens sur Patreon. Vous ferez une bonne action. Vous aurez notamment accès au bonus hebdo exclusif. Cette semaine, juste après le générique de fin, il sera consacré à l'avenir. S'il y en a un ou pas du Mac Pro, ça promet entre nous, j'imagine, sur ce sujet épineux. Avant ça, donc l'info de la semaine, cette nouveauté, l'air de rien, qui apparaît dans la bêta 3 d'iOS 26.3. Fabrice, une option, alors qu'on n'attendait pas vraiment. Et qui pourrait permettre au Japon, et peut-être pas seulement au Japon, de choisir son assistant vocal sur iPhone notamment. Alors, c'est là où il faut faire attention aux mots qu'on dit. Donc l'idée c'est qu'au Japon, au Japon, donc dans iOS 26.3 bêta, on peut remplacer donc l'appui long sur le bouton latéral à droite. Pas le bouton action, soyons clairs, le bouton à droite, qui sert à un appui long à déclencher Siri si on veut. Mais si on veut Siri ou rien. Sauf qu'au Japon, on pourra Siri ou autre chose, donc lancer Gemini ou un autre assistant. Mais là où je dis attention, c'est que le Japon, c'est le bouton. Comment ? Le Japon, c'est le bouton. Oui, mais seulement, donc pour l'instant, Siri est toujours le seul à pouvoir, par exemple, lancer des commandes pour la maison connectée, tout ce qu'il y a dans l'application maison, des choses comme ça. Aujourd'hui, si tu demandes à Gemini ou à Claude ou à ChatGPT via le bouton action éteins-moi mes lumières, il se passera rien, il n'a pas accès.
D'accord. Perplexity a réussi à faire des petits trucs. On peut ajouter des rendez-vous ou des tâches dans l'application rappel via Perplexity, via l'assistant vocal Perplexity sur son iPhone. Si tu lui donnes il demande les droits d'accès et ensuite tu dis ajoute un rappel dans l'application rappel, il va le faire. Donc il y a déjà des ponts possibles. Donc c'est aussi pour ça que ça peut devenir intéressant. Mais là, en l'espèce, c'est pour dire, si vous voulez plus utiliser Siri, n'utilisez pas Siri. Mais pour l'instant, ça permet pas de faire la même chose. Ça comprend probablement mieux ce qu'on dit, mais répétons-le, si tu demandes à Gemini de faire quelque chose dans ta maison, il fera rien quand tu es dans l'environnement HomeKit. Donc je sais pas, un prêté pour un rendu, c'est pas forcément un gain, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Mais on est d'accord que je me suis trompé, j'ai parlé de la 26.3, c'est bien la 26.2, donc la bêta 3 de la 26.2. Bêta 3, 26.2, t'as raison. Voilà. Il y a des bouts de code qui laissent penser que on pourra, dans les réglages, choisir un autre assistant vocal par défaut que Siri. On est d'accord là-dessus. Ça, c'était pas possible jusqu'à maintenant. Mais ça n'est pas possible. Non. Pour l'instant, il y a des bouts de code, c'est pas implémenté. Ça indique ce qu'il pourrait y avoir dans une future version qui serait pas une 26.2, mais peut-être une 26.3 ou 0.4, lorsque Siri aura été améliorée d'ailleurs. Voilà. Mais donc, si on choisit un autre assistant vocal que Siri, on pourra l'activer comme on le fait pour Siri en appuyant sur le bouton latéral. Le bouton latéral, c'est exactement ça, oui. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Donc la nouvelle, c'est qu'on va peut-être avoir le choix. De toute façon, il était question qu'il y ait un choix entre ChatGPT qu'on peut faire aujourd'hui et probablement Gemini. Ça, ces deux-là, on les connaît puisque Gemini est censé remplacer Siri. Censé. On verra. Alors, Gemini est censé... C'est pas tout à fait la même chose. Non. Aujourd'hui, ce qui a été présenté à la WWDC il y a 2 ans, c'est un système modulaire où tu as Siri qui peut ensuite, via Siri, on demande à ChatGPT. Et ils avaient annoncé un système modulaire où on était censé voir venir d'autres, comme tu dis, Ellie, soit Gemini, soit des modules spécialisés pour certaines tâches où tu dis Siri, je suis en train de faire un truc médical, j'ai besoin d'une IA médicale, demande à cette IA médicale. Ça n'a jamais été montré. C'était dans les progrès faits par l'assistant vocal, quel que soit son nom, pour que sur l'iPhone et sur les autres appareils Apple, on puisse faire demander à l'IA de remplir des tâches un peu plus spécifiques et avec plus de bons résultats que Siri. Après, juste remplacer le moteur qui répond à tes requêtes via l'appui du bouton latéral. Je le répète, c'est encore autre chose. C'est encore un peu flou. Éventuellement, ce qu'il y aura sous le capot de Siri quand on déclenchera Siri, ce sera Gemini, c'est ce qu'on évoque depuis quelques semaines, ce qui serait donc différent de ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui, c'est-à-dire de dire à Siri demande à ChatGPT de. C'est pas tout à fait la même chose parce que Siri, on sait qu'elle n'a pas encore les capacités pour faire tout ça. Mais là où le flou s'installe, c'est que d'abord, là, ça se passe au Japon parce que si j'ai bien tout compris, c'est une histoire de loi au Japon qui demande l'ouverture, comme le Japon est un des quelques pays qui a demandé à Apple l'ouverture à des magasins d'applications concurrents. Ouais. Donc c'est dans la loi japonaise d'ouverture du jardin fermé d'Apple à la concurrence. Et est-ce que ça mènera vers un remplacement total de Siri? Faut voir parce que il restera toujours des bouts qu'un assistant qui ne serait pas Siri, même avec autre chose sous le capot, ne pourront pas faire pour justement piloter les applications d'Apple. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc il est temps qu'Apple arrive avec son Siri révisé, quels que soient les modèles sous le capot, pour qu'on puisse demander à Siri tout ce qu'on veut et qu'on arrête de se poser la question. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourra choisir de se passer du nouveau Siri et de lui préférer un autre assistant vocal? C'est ça? À mon avis, pas pour tout. Pas pour tout. Justement. Bon, dans le chat, Frédéric
de Steph nous dit qu'il utilise, alors lui qui est un grand amateur connaisseur de domotique, hein, tu nous le confirmes, Fabrice? Hein? Oui, Fred, il a une installation HomeKit absolument formidable, qui est donc tout géré dans l'application maison. Ouais. Après, lui, c'est un professionnel de la chose, donc quand il installe des appareils qui ne sont pas HomeKit natifs, il sait comment les intégrer. Il a tous les branchements pour faire ça, mais il gère tout dans son environnement HomeKit. Donc, il a besoin de Siri s'il veut le faire à la voix, pour pouvoir fermer les volets et les machins. Donc si aujourd'hui, en l'état, il demande à Gemini ou à Claude ou machin, il se passera rien. C'est pas relié. Et c'est là où il y a un flou dans ce que donc on ne sait visiblement pas encore détail de ce qui se passe au Japon. Remplacer Siri par un autre assistant, c'est pas forcément pour faire la même chose en mieux. Ce sera le cas lorsqu'on aura changé ce qu'il y a sous le capot de Siri. Ouais. Mais le fait qu'Apple donne peut-être le choix, donne probablement le choix, comme ça a l'air de se mettre en place. Est-ce que vous pensez que c'est une décision d'Apple parce qu'on entre dans une époque un peu où on va plus vers l'ouverture que vers le repli sur soi, ou est-ce que vous pensez que c'est pour anticiper de nouveaux problèmes qui auraient lieu, notamment en Europe et peut-être au Japon, etc., en se disant, bon, bah, de toute façon, c'est pas la peine qu'on rentre dans une nouvelle galère réglementaire, etc. On va donner le choix, comme on a fait pour les navigateurs, comme ça, les utilisateurs auront le choix, et s'ils veulent utiliser un autre, ils utilisent un autre. Voilà. Ou est-ce que c'est un aveu d'échec en disant, on est tellement dans la merde avec Siri que autant donner le choix d'utiliser les trucs qui existent et qui marchent plutôt pas mal. Comme ça, au moins, si on est en retard, on ne reprochera pas de pas avoir de solution et les gens pourront au moins utiliser un autre système qui fonctionne déjà. Les deux, mon capitaine. Les deux. D'accord. Bon, merci, le Elie. problème, c'est vrai, c'est disons comme hypothèse, mais ça veut dire on peut manger son chapeau et renoncer à ce qui est ce qui est devenu l'ADN d'Apple, c'est-à-dire la protection des données personnelles. Alors maintenant, sous la pression des régulateurs, on en a parlé, il n'y a pas c'est plus quelque chose qui est à l'ordre du jour. Maintenant, les données personnelles sont devenues une marchandise comme une autre et tant pis si on se fait plumer, voire escroquer et usurper son identité parce que on peut croiser les données comme on veut, il suffit d'y mettre le prix. Est-ce que c'est une bataille fondamentale qui est perdue là? Est-ce que Apple va renoncer à ça? C'est à ce niveau-là que ça se joue. Il y a plusieurs volets à cette chose-là. Ce dont on parle beaucoup là depuis quelques semaines, c'est alors manger son chapeau. En gros, Apple semble-t-il a essayé de faire son ou ses propres modèles de LLM à intégrer à Siri et ils n'y sont pas parvenus. Alors peut-être que ce serait Gemini. Si c'est Gemini, ça tournerait quand même sur les serveurs d'Apple. Ce dont on parle depuis quelques semaines, c'est ça. C'est les modèles de Gemini qui tourneraient sur le fameux private cloud d'Apple qu'ils ont annoncé il y a 2 ans pour protéger au maximum les données personnelles de leurs utilisateurs. Ça, c'est ce qu'ils font depuis longtemps. Après, faut pas oublier, il y a un autre souci quand même vraiment essentiel, qui est que on parle de Siri pour faire des commandes. Pour commander sa maison comme le fait Fred, pour ajouter des rappels, ajouter des événements de calendrier, enfin vraiment des commandes comme on fait justement. Alors pardon si il y en a qui ont ça chez eux, on fait avec Alexa. On voit bien que c'est justement un des soucis avec lesquels Amazon se débat pour passer d'Alexa à Alexa Plus. Alexa Plus, qui est un service pour l'instant encore uniquement aux États-Unis et pas chez tous les possesseurs d'Alexa, mais qui est en gros un LLM pour remplacer le Alexa qu'on connaît depuis des années, qui est là justement pour dire on peut demander à Alexa achète-moi des piles. Sauf que si tu demandes ça à un LLM, le LLM est pas forcément bon pour faire ça. C'est très difficile de faire une commande
Le LLM comprend mieux le langage parlé, mais pour le transformer en une commande précise, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il y a plein de retours de gens qui ont Alexa Plus et qui se disent, bah alors ça marche plus mon truc quand je lui demande d'acheter des piles. J'en ai pour 3 heures de conversation parce qu'il me demande tout le temps, est-ce que tu veux des piles rouges ou des piles bleues, etc. Puis est-ce que vraiment tu veux des piles? Et puis après, hop, ça part à autre chose. C'est vachement difficile. C'est vraiment pas du tout le même service, et donc c'est normal que ça prenne aussi du temps. Ouais. Et puis j'aurais juste envie de terminer en disant peut-être qu'on va s'apercevoir que peut-être contraint et forcé, mais qu'Apple a eu du raison d'attendre. Parce que même pour Apple, les investissements colossaux qui sont demandés pour développer les LLM, etc. Et on voit la situation, je trouve, très précaire d'OpenAI en ce moment, financière. Apple conseille, ils sont pas du tout précaires et ils attendent que le bon modèle sorte et puis ils prendront celui ou ceux qui marchent. Ben oui. Ok, bon bah on va évidemment suivre les prochaines bêtas de cette 26.2, sachant que les vraies nouveautés de Siri et d'Apple Intelligence, c'est pour la 26.4 qui devrait arriver au printemps. Hein. Si tout se passe bien, je mets plein de conditionnels parce que au point où on en est, faut rester encore très prudent. Passons à notre petit journal de la semaine, les amis, avec 4-5 news qu'on a envie de partager avec vous. La première, elle concerne une rumeur à propos de l'iPhone pliant, donc qu'on attend en septembre 2026. Une fuite à propos de la puissance potentielle de sa batterie, et ce serait d'assez loin la plus grosse batterie qu'on ait jamais vue dans un iPhone, y compris dans les parpaings des modèles Pro, Fabrice. Les parpaings, ils montent à 4500 mAh, je crois, et là on parle de 6000. Ce qui serait encore plus petit que des batteries de certains appareils Android qui embarquent 7000 ou voire presque 8000 mAh. Ah, il y en a qui ont autant? Oui, parce que avec la fameuse technologie silicium carbone que Apple et Samsung d'ailleurs n'utilisent toujours pas. Et j'en profite pour ajouter que là aussi l'iPhone Air a eu un très très mauvais procès. Son autonomie va très bien. Il vous remercie. Elle est pas si mauvaise, c'est ça que tu veux dire? Bah non. Mais elle est même pas mal. Ouais. Alors donc les rumeurs sur cette batterie de l'iPhone pliant, on serait peut-être à 6000 mAh. Bah en debout, sur un pliant il y a 2 batteries, donc tu mets une batterie d'iPhone Air d'un côté et une batterie d'iPhone Air moins 20% de l'autre, et tout va bien. Bah oui, parce que la batterie de l'iPhone Air, elle fait combien? Elle fait 3000 et quelques, c'est ça? 3145, je crois. C'est ça, ouais. Donc x2, ça ferait 6000, quoi. Voilà. Bah oui. Voilà. Donc, depuis le temps qu'on dit que l'iPhone Air, en fait, c'est une préparation pour en mettre 2 ensemble et pour faire le pliant, donc voilà. C'est sûr, mais donc c'est même pas un leak, il suffit de faire une multiplication par 2, quoi. C'est une addition, même. Ah oui. En fait, et on a trouvé là le nom de l'iPhone pliant, ce sera Sandwich. Ouais. Bon, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'autonomie potentielle? Parce que il y a évidemment beaucoup plus de surface d'écran sur un iPhone pliant, mais pour autant, il n'est pas toujours utilisé déplié. Donc, on imagine qu'une batterie de 6000 dans un iPhone qu'on utilise sans le déplier, ça fait une autonomie qui doit être dingue. Bah, on peut espérer. Je sais pas, moi T'as 2 fois plus de surface d'écran aussi. Seulement quand tu l'ouvres. Bah oui, si tu l'utilises normalement, tu l'utilises pas tout le temps déplié. Voilà. Ouais. Et donc, alors, je sais ce que tu veux dire. Je pense que savoir, c'est que le jour où ça sort, il va donc y avoir des tests pour dire, oh là là, ça tient pas la journée avec quelqu'un qui l'utilise tout le temps déplié. Bon. Bah non. Bah ouais.
C'est comme l'iPhone Air, quoi, tu vois. Et ceux qui se plaignent de la batterie de l'iPhone Air, c'est les technodingues de nos cercles qui veulent toujours que ça reste l'écran allumé pendant 10 heures. Ils font des photos et des vidéos tout le temps, tout en étant connectés à X et à Snapchat et Instagram et tout le bordel. Et alors que, avec n'importe quel téléphone, tu tiens pas la journée, c'est normal. Et qui ont oublié de quitter leur appli GPS, qui consomme la batterie à toute vitesse. Voilà. Et pour info, le 17 Pro, il fait à peine plus de 5000 mAh. Voilà. Alors qu'on parle de 6000 pour l'iPhone pliant. Si vous attendez un redesign de l'Apple Watch peut-être l'année prochaine, a priori, c'est pas parti pour arriver avant 2028. Mais ça, les projets d'Apple. Alors, j'ai une question pour Ali. Qu'est-ce qui arrive en premier, la nouvelle Apple Watch ou l'Apple TV? Pardon, pas la tête. On n'en parle plus de ce produit. Il n'existe plus. Voilà, je ne dirai plus rien. Pardon, Eli. Sans doute l'Apple TV. J'ai pas pu résister. Sans doute l'Apple TV. Non, mais puisqu'on en parle, le HomePod Mini 2, il est où? Pareil. Il attend le nouveau Siri. Il attend le nouveau Siri. Il a raison, Eli. Bah oui. Il est parti avec le design. On était chaud comme des patates la semaine dernière. On était comme des fous sur les news et tout en attendant que ça tombe. Rien. Non, mais par contre, un truc qu'on comprend pas, c'est où est passé l'AirTag 2, parce que lui, il n'y a pas de technologie de voix, il est prêt depuis 2 ans, et il sort pas parce qu'il sort pas. C'est comme ça. Mais est-ce qu'il fait pas partie d'un package d'annonces, tu vois, cohérent? Peut-être. Avec toute la galaxie de la domotique, etc. J'ai un peu peur de ça, tu vois, c'est que ça nous remette au mieux au printemps, quoi. Ça sera au printemps au moins sur 2 produits sur 3. Hein. C'est-à-dire? En fait, le HomePod et l'Apple TV, c'est sûr qu'ils sont liés à Siri. L'AirTag, soit il a un truc qu'on ne connaît pas et qu'il le lit quand même, ou alors ils le sortent pas parce qu'ils se disent que c'est un tout petit produit et qu'ils vont pas nous mettre ça sur un écran géant pour nous présenter dans une pseudo-keynote. Ils vont quand même pas nous faire AirTag avec Apple Intelligence. C'est peu probable. Ils sont en train de tricoter les chaussettes. C'est peu probable. Les chaussettes. Oui. Ouais. Reparlons des chaussettes. Vous avez vu les premiers tests des chaussettes? Non. Je veux même pas les voir. Je parle des pockets, c'est pas des chaussettes. Des pockets, oui. Ouais, les longs bas. Rupture de stock partout. Hein. Mais c'est incroyable. Oui, mais alors, ça m'amuse parce qu'on voit des titres aussi, regardez, c'est un succès, il y a rupture de stock. Mais s'ils en ont fabriqué 2000, c'est normal. Oui. Remarque, qui voudrait acheter plus de 2000 pockets? Visiblement, 1000 pattes. Oui. Bon, on fera pas mieux. Sujet suivant. Ouais. Non, mais ce produit pour moi, c'est ça. Je pourrais être très très méchant sur ce produit, je crois. Non, il faut pas. Il y en a qui en ont parlé. Alors, je veux bien qui disent c'est un accessoire de mode. Alors la mode c'est comme ça. On aime ou on n'aime pas. C'est vraiment un accessoire de mode. Parce que nous on attaque ça d'un point de vue technique. Ouais. Et donc pas, hein. D'après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est même pas pratique. Tu vois, si tu veux, pour mettre ton iPhone dedans, faut pousser, pour le sortir, c'est difficile, etc. Donc c'est même pas pratique. C'est donc juste un accessoire de mode à regarder. Voilà. Bon, y a encore plein de gens qui achètent des trucs chers parce qu'ils trouvent ça beau. Bon. Tiens, mais je pense que le seul intérêt, c'est qu'ils n'en ont pas fabriqué tant que ça, parce que je vérifie là, il est effectivement épuisé sur l'Apple Store France, dans toutes les couleurs, etc. Je pense que le seul intérêt, c'est qu'ils en ont fait très peu, donc ça va devenir un objet de collection. C'est ça. Je sais pas si on le trouve déjà sur eBay ou sur les sites. Sûrement. On doit le trouver à 500 balles. Ils l'ont trouvé au triple du prix. Ouais. Voilà. Finalement, je trouve que le plus sympa, c'est quand on le porte en écharpe. Quelqu'un a ouvert le haut-parleur là de son côté, mes amis. Et là, il y a le haut-parleur chez Eli. Ouais. Voilà. Merci Eli.
Et maintenant, Ellie est en muet, c'est bien. Ça, il n'y a plus d'écho. Voilà, c'est plus d'écho. Il n'y a plus d'Ellie non plus. Bon, troisième news. Vous vous demandiez peut-être quelles étaient les performances de la puce Wi-Fi Apple dans les iPhones de la gamme 17, la puce N1. On a un chiffre, je l'avais pas vu passer avant, ce chiffre, Fabrice, je sais pas si toi tu l'avais vu. 40% plus rapide le Wi-Fi sur l'iPhone 17 par rapport à l'iPhone 16, grâce à la nouvelle puce N1. Non, j'avais pas vu. Absolument. Ça veut dire, voilà, c'est quand ils veulent faire des puces, ils y arrivent quand même. Ouais. Sachant que ça va vite et en plus que ça consomme un peu moins, a priori. Ouais. Donc, on rappelle que la puce N1, elle supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0, alors que sur l'iPhone 16 et les anciennes puces non Apple, on était sur la version 5.3 du Bluetooth. Voilà, c'était juste pour que vous ayez cette info. Alors que j'ai mon écran qui se casse la figure, c'est pas grave, on va y arriver. Le lancement de ce service de messagerie cryptée par X, baptisé Chat. Ouais. Ouais, Ellie, t'as essayé ? Oui, bien sûr. Je m'en suis servi parce que moi, je faisais partie de ceux qui pouvaient le tester. Il y a quoi dire. Il est crypté, mais ça, on le voit pas. Il fait partie pour l'instant, de l'appli X pour ceux qui sont autorisés à l'utiliser. Mais c'est en train d'être implémenté partout. Et ça va devenir une app séparée à terme, comme certains services de X deviennent des apps séparées, s'il connaît son succès. Alors, quand on le démarre, il ressemble à toutes les apps de messagerie, hein. Donc, je veux dire, est-ce que c'est un WhatsApp à la X? J'ai pas testé toutes les fonctions parce que je pense pas que toutes soient sorties, mais ça ressemble plus à un iMessage dans ce que j'ai pu utiliser, à un iMessage crypté, qu'un WhatsApp dans le sens où je n'ai pas vu toute la partie. Il n'y a pas d'appel audio, il n'y a pas d'appel vidéo. Non. Ah si. Si, on a au début. En tout cas, c'est prévu, il me semble. Ah, c'est prévu. Mais c'est pas encore dispo. Ok. Alors, normalement, on pourra faire de la vidéo, de la voix et du chat, les trois. Ouais. Ok. Il n'y a que le chat qui. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il y a les messages éphémères, un peu comme Snapchat. Donc, un message qu'on envoie et qui disparaît au bout d'un certain temps. Et on pourra, a priori, envoyer des fichiers aussi. Donc a priori c'est quand même très proche. Ce que je comprends, c'est que le système de chiffrement est pas aussi complet que ce qu'on trouve dans iMessage ou WhatsApp encore. Peut-être qu'ils vont changer, mais donc il semble que si les autorités demandent à X le contenu de certains messages, ils peuvent y avoir accès. Ce qui n'est pas le cas avec iMessage ou avec ça dépend de certaines conditions, ou dans WhatsApp, c'est donc le chiffrement de comment on dit en français end-to-end encryption, donc le chiffrement de bout en bout. Voilà. C'est pas encore implémenté. Si ça le sera finalement, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça fait pas partie de ces messageries qui chiffrent tout. Ellie, si je comprends bien la news que je vois sur Mac Rumors, l'appli iOS, elle est déjà en train d'être, elle est en train de sortir. Moi, je l'ai pas encore vu, mais probablement oui. Il faudrait que j'aille voir sur le store US parce que souvent, ce qui se passe, c'était le cas avec Grok, c'est que ça sort sur le store US et puis ensuite, ça arrive sur les stores européens et ailleurs. Donc, en tout cas, sur le store français, il n'y est pas. Je l'ai pas vu parce que quand j'ai vu l'évolution, je me suis dit quand est-ce qu'elle sort, donc je regarde de temps en temps. Sur le store US, je suis pas allé voir. Peut-être si Fabrice est sur le store US. Je suis en train dessus et de chercher. Je trouve ça s'appelle X-Chat. Ok. Bon, en tout cas, il y a une version. On tombe sur d'autres choses. Ouais. Il y a une version Android qui est en préparation et ils confirment qu'ils sont aussi en train de travailler sur les vocaux, donc les messages audio, donc qui rejoindront les caractéristiques de cette nouvelle messagerie. Donc X-Chat peut-être bientôt sur vos iPhones.
Allez, on termine par des nouvelles du film F1 que vous avez peut-être sans doute vu au cinéma. Oui. La suite est quasiment officielle, mais elle n'est pas confirmée, mais à la fois le réalisateur Joseph Kosinski et Tim Cook ont tous les deux dit, en gros, qu'ils sont en train de discuter, discuter des modalités, mais le principe a l'air acquis. Hein. J'espère qu'ils vont bosser le scénario. mais tu attends, veux faire passer un message peut-être. C'est très clair, c'était quand même très mauvais. Les images formidables, mais le scénario était lamentable. Ouais. Non mais attends, il y a Brad Pitt, cherche pas. T'as pas besoin de scénario. Il a aussi fait des bons films. Je peux rien dire. Je l'ai pas vu. Ah bon, moi j'ai aimé. C'est un film de voiture. Non, mais c'est pas un mauvais film, notamment pas pour le spectacle, mais en termes de développement des personnages, etc. C'est d'une platitude absolue. C'est très dommage. Moi, c'est le regret que j'ai pour ce film. Qui m'appelle, j'ai des idées. Bon, en tout cas, le 12 décembre, il sort en streaming sur Apple TV+, et donc probablement on pourra voir la version immersive qui est prévue pour l'Apple Vision Pro et que pour l'instant on n'a pas vu. Ouais. Apple en a parlé, mais on l'a pas vu. On a vu un extrait. Un extrait. Ouais. Tu seras au taquet, mon cher Ali, j'imagine. Bah, ça me permettra de le revoir et comme ça, je pourrais essayer de comprendre s'il y a des choses cachées dans le scénario que je n'ai pas percuté la première fois. Certainement. Bon, bouge pas, Ali, parce que je reste avec toi pour nos coups de cœur, nos cartons de la semaine. Tu nous as fait découvrir tout à l'heure là une interview exhumée de Steve Jobs que j'ai écoutée juste avant qu'on commence et j'ai trouvé passionnante. Oui, absolument. En fait, il y a un site qui s'appelle Steve Jobs Archive que je vous conseille, qui de temps en temps, pour maintenir la mémoire de Steve Jobs, sort des photos inédites, des photos qu'on n'avait jamais vues. Et là, cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, parce que ça tombait pile il y a 30 ans, donc le 18 novembre, il y a 30 ans, Steve Jobs parlait avec des journalistes de Pixar. Et donc, ils ont sorti cette interview, qui ne parle d'ailleurs pas d'Apple, qui parle de Pixar et des liens... Il y a 29 ans. C'était en 96. 96 à 29, alors. Ok. Bon, pourtant, ils l'annoncent pour l'anniversaire des 30 ans, mais ils sont peut-être en avance. C'est pas grave. Ou en retard, je sais plus. Donc, l'interview est passionnante à plusieurs niveaux. D'abord parce que on découvre un Steve Jobs, c'était avant sa maladie, donc un Steve Jobs en pleine forme, qui parle... c'est 15 ans avant. Oui, mais donc, mais c'est pas les images qu'on a en tête dernièrement de lui, qui parle de Pixar, de pourquoi il a racheté Pixar, qui parle des relations avec Disney, où à l'époque le journaliste se pose la question, est-ce que Pixar va être... ils avaient à l'époque Toy Story un contrat de 3 films, donc est-ce que vous allez quitter Disney et distribuer vos films, etc. Et Steve Jobs dit, mais pas du tout, on a des relations incroyables, il explique tout ce qu'ils ont appris avec Disney, comment créer un film d'animation, et il a expliqué le choc des cultures, et il dit d'ailleurs que c'est une interview que je vous conseille, j'ai adoré. On vous mettra le lien si vous voulez pour que vous puissiez aller voir. On peut même le mettre sur le chat, tant qu'à faire. Ah ouais, j'ai adoré ce passage, si tu me permets, Elie, parce que bien sûr, je t'en prie. Jobs explique que quand on fait un film avec des acteurs, on tourne 10-15 plans, 10-15 prises pour chaque plan, et puis après on construit le film au montage. Et il dit le film d'animation, chaque image coûte tellement cher qu'en fait on fait le montage avant de créer le film. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fabrique aucune image qu'on n'utilisera pas. Mais oui. Et il explique tout ce qu'ils ont appris de la collaboration avec Disney. Et de tout ce qu'ils ont ajouté. Puis j'ai adoré le moment aussi où il explique pourquoi Jobs a choisi de suivre le modèle économique de la Silicon Valley plutôt que le modèle économique d'Hollywood pour créer un sentiment de cohésion d'équipe et pour que les talents restent chez Pixar. C'est passionnant.
Et on a découvert un truc, puisque le journaliste lui pose la question, il demande de définir ce que c'est que Sillywood. Et Sillywood, en fait, il explique que c'est les sociétés hollywoodiennes qui essayent de s'implanter à Silicon Valley, et ça marche pas, à part Pixar qui est la seule qui a marché. Donc, mais il connaissait le terme. Le journaliste a essayé de le piéger, et ben non, il connaissait. Super, donc cette interview à retrouver sur le site. Alors, c'est pas n'importe quel site, c'est le site créé par Lauren Powell Jobs, donc la veuve de Steve Jobs, stevejobsarchive.com, et sur lequel, effectivement, de temps en temps, il y a c'est que des archives officielles, des photos officielles. C'est évidemment une source indispensable pour tous les nostalgiques de cette époque et d'Apple, évidemment. Gilles, tu as, je crois, un coup de cœur pour ceux qui ont le Nikon ZF. Oui, un mot quand même pour dire qu'il y a la possibilité de s'inscrire pour avoir des alertes chaque fois qu'il y a une mise à jour. Je l'ai reçu cet après-midi sur le film dont parlait Ellie. Alors, il y a une mise à jour du firmware du Nikon ZF qui va vraisemblablement ruisseler sur l'ensemble de la gamme récente de la marque, qui permet d'avoir du grain, alors entre autres choses, un grain aléatoire pour donner un aspect créatif. Vous connaissez En général, on évite d'avoir du grain, mais c'est vrai qu'on peut chercher à en mettre. Alors, non, un grain argentique. Il faut pas confondre le grain. Beau grain. Un beau grain. Beau grain. C'est pas du bruit numérique qui est un petit peu qui fait cheap. Dans le grain l'équivalent du grain argentique fait classe. Enfin, ce sont des aspects esthétiques qui se discutent pas, on a des gens qui sont pour, qui sont contre, etc. Et c'est assez intéressant. Surtout, le grain généré est aléatoire et il est possible d'en avoir également pour la partie vidéo, qui également fait des progrès. Donc, si vous voulez reproduire ensuite un aspect Super 8 pour tel ou tel film, etc. On peut également en bénéficier. Donc vous connaissez mon tropisme pour de la photo argentique, et c'est l'occasion de parler également du Black Friday chez DxO qui commence aujourd'hui avec environ 15% de réduction en moyenne, avec des progrès sur l'intelligence artificielle, sur Photolab 9, mais c'est l'occasion aussi de regarder Filmpack qui donne un rendu vraiment très très personnellement que j'aime beaucoup. Avec 15%, sont un peu rares. Hein. C'est un petit Black Friday, petit. Bon, petit Black Friday. Hein. Ils seront pas, c'est un Black Jeudi. Ils vivent pas très bien. Bon, il y a 50% sur, vous donne l'occasion d'en parler, sur Viewpoint, qui est un logiciel qui permet de corriger la perspective, qui donne l'équivalent des objectifs à décentrement sur les objectifs pour les architectes et la photo en ville. D'accord, ok. Bon, merci Gilles pour ce coup de cœur hein, autour de Nikon ZF et de DxO Lab que tu suis, que tu couves à longueur d'année. Hein, on le sait maintenant. Fabrice, je me tourne vers toi parce que tu as réussi à utiliser l'API Apple de transcription audio via des lignes de commande. Alors c'est un truc de nerd absolu. En gros, dans macOS 26, je crois, et peut-être iOS aussi, là j'avoue je sais plus, mais il y a donc une API de transcription audio, donc transcrire l'audio d'un podcast pour avoir un fichier texte à la fin.
On connaît ça avec Whisper, qui est le moteur de transcription d'OpenAI, qui est en utilisation libre. Il y a des applis qui l'utilisent, comme Mac Whisper ou notre chouchou chuchotis de l'ami Denis. Et alors, c'est très bien. Ça fait partie des progrès de l'intelligence artificielle d'avoir réussi maintenant. En gros, on peut donner n'importe quel texte, même un peu dégradé, et on va avoir une transcription d'excellente qualité. Mais c'est là où Apple est quand même pas uniquement mauvais dans l'IA. Ça fait longtemps qu'ils ont des tas d'outils qui sont super bons. Et là, il y a un truc quand même assez étonnant, c'est que c'est un outil de transcription qui est donc en local. Et j'ai fait 2-3 tests, et donc il est capable de transcrire un podcast qui lui dure 1h45 en un peu plus de 2 minutes. Si tu demandes ça... Si tu demandes ça à Whisper, il va t'en prendre 15 minutes. C'est avec un niveau de qualité équivalent, on va dire, en anglais, comme d'habitude. Pour le français, je pense que le niveau de qualité est un petit peu moindre, mais la vitesse est absolument étonnante. Et donc, pour l'instant, il y a pas d'interface utilisateur pour utiliser ça. Donc, on peut utiliser un petit utilitaire qui ensuite s'utilise via la ligne de commande du terminal. Ça s'appelle YAP, YAP, qu'on télécharge sur GitHub, etc. Je vous fais pas le détail. Ceux qui s'intéressent, ils sauront comment ça marche. Mais sachez que ça existe. Et le résultat est quand même absolument étonnant. Alors, c'est totalement brut de fonderie, c'est-à-dire que le fichier texte que ça te produit, toutes les phrases sont les unes après les autres. Il y a pas de passage de paragraphe, il y a pas de détection de locuteur. C'est brutal, quoi. D'accord. Mais quand tu donnes ça à une IA, j'ai fait ça justement. Je l'ai utilisé notamment pour retrouver il a dit quoi dans le podcast. Donc tu lui donnes un truc et tu dis sors-moi un extrait de ce podcast-là parce que ils ont parlé de ça. Et l'IA, là j'ai utilisé Gemini en l'occurrence, te dit il y avait deux personnes qui parlaient, la première a dit ça, la seconde a dit ça. Donc même si le texte est brut de fonderie, l'IA c'est s'en dépatouiller. Ouais. Donc c'est étonnant, et ce qui est, tu vois, ça part aussi de je trouve que ça rejoint la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur les processeurs M et le M1 qui va toujours bien, et on a l'impression que les Mac, son ordinateur va plus lentement au fur et à mesure du temps, sauf que quand il y a des outils des fois qui sortent et qui sont super optimisés, ce que tu faisais en 20 minutes il y a 5 ans, tu le fais plus qu'en 2 minutes aujourd'hui sur le même ordi. C'est ça le point que je trouve étonnant. Donc ça c'est un truc, et donc c'est une API Apple qui marche en local. C'est mon coup de cœur du jour, je trouve ça génial. Bah super. Il y a quand même un petit bémol que je mettrais, Fabrice, c'est que la vitesse c'est bien, mais je préfère que ça prenne 2 fois plus de temps et que ça me fasse une transcription nickel, parce que ça prend tellement de temps de relire une transcription et de faire des corrections que... Alors, ouais. Ça dépend de l'usage. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était du texte brut pour aller chercher ensuite un extrait d'un truc. Tu vois, c'est pas pour publier ensuite une interview, par exemple. Donc, je vais échanger dessus avec Denis Delbecq pour voir ce qu'il en pense justement, parce que c'est pas le même usage, pas encore. En tout cas. Parce que par exemple, la transcription de Riverside, elle est quand même, c'est chaud, hein. Oui, bien sûr. Elle est pas terrible. Tout à fait. Poser une question à Fabrice. Est-ce que tu as essayé la fonction de transcription de notes? Oui, parce qu'on on peut dans l'application Notes faire un enregistrement audio et ensuite faire une transcription. Je l'ai utilisé, mais je réserve mon avis parce que pas dans des bonnes conditions. C'était enregistré dans une voiture avec du bruit ambiant directement sur l'iPhone. Donc c'était pas terrible, mais ça pouvait pas l'être là. Pour le coup, c'était quand même la qualité audio était vraiment pas bonne. Alors que quand tu prends un podcast produit, c'est forcément parfait. Donc Joker. Parce que je l'ai fait, Fabrice, moi, merci pour ce coup de cœur. Avec plaisir. Et bien voilà les amis, c'est la fin de notre épisode 255. Merci infiniment de votre fidélité à iWeek. Merci à toutes et à tous dans le chat.
Vous étiez encore bien sage aujourd'hui. On sent que c'est l'hiver, hein, que vous avez froid, que vous avez vos petites moufles, parce que il y a un peu moins de messages qu'au cœur de l'été ou à la rentrée, mais il y a moins d'actu aussi, alors on peut pas vous en vouloir. En tout cas, vous étiez bien présents avec nous, Didier, Zoubert, Frédéric, les deux Frédéric d'ailleurs, Phoenix Revenge, du spam. Enfin, il y avait beaucoup de monde dans le dans le chat. Jean-Sébastien du spam, bien connu. Bill, Phoenix, etc. Merci en tout cas de votre présence et de votre fidélité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 25 novembre, 18h30, même lieu, même endroit. Je vous souhaite une très bonne semaine, les amis. Élie, Gilles, Fabrice, portez-vous bien et peut-être d'autres surprises d'ici la semaine prochaine. Fabrice, on sait jamais. Oui. Salut à toutes et tous. Je voulais juste rappeler aussi que on a iweeknews.com qui est aussi accessible et disponible. On met, pour l'instant, on met pas grand-chose dessus, mais quand même, si vous voulez retrouver les épisodes précédents, on les publie toutes les semaines. Ouais. Ça fait une petite base de données de nos épisodes. iweeknews.com. Tu fais bien de le rappeler, Fabrice, et merci d'ailleurs de t'en occuper. À la semaine prochaine, les amis. Eh bien, portez-vous bien et encore merci de votre présence. Bisous aux absents, François et Baptiste. À très vite. Ciao, ciao. Ciao à tous. Salut.